Avez-vous déjà réfléchi au véritable début de l'histoire de la civilisation humaine? Voyageons ensemble dans un passé lointain, sur une terre magique située entre deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, où est née l'une des civilisations les plus anciennes et les plus captivantes de l'humanité, Sumer et ses Sumériens. C'est ici que commence l'histoire telle que nous la comprenons, un voyage dans le temps qui nous permettra de percer les secrets d'une société qui a jeté les bases de tout ce qui a suivi. Notre voyage commence en Mésopotamie, un territoire enchanteur situé entre le Tigre et l'Euphrate. Cette région, connue sous le nom de Terre entre les fleuves, n'était pas seulement la patrie des Sumériens, mais aussi le lieu d'innovation fondamentale qui allait transformer le cours de l'histoire. Elle représente un vaste territoire couvert par deux puissants fleuves. Contrairement au Nil, dont les crues étaient anticipées et paisibles, le Tigre et l'Euphrate avaient un comportement incertain et souvent violent. Les crues brutales et dévastatrices de ces fleuves constituaient des défis permanents pour ceux qui les habitaient. Pourtant, c'est précisément cette combinaison de risques et de promesses qui fait de la Mésopotamie un lieu unique. Les Sumériens, l'une des premières civilisations à s'installer dans cette région, ont su tirer parti de l'abondance naturelle que leur offraient ces rivières. L'altitude a généré une couche fertile de limon dans les plaines, créant ainsi un terrain idéal pour l'agriculture. Dans le sud de la Mésopotamie, les Sumériens cultivaient l'orge et le blé, qui constituaient la base de leur régime alimentaire et de leur économie. La capacité à produire et à stocker de grandes quantités de nourriture a facilité la croissance démographique et l'émergence des premières cités-États. La géographie n'a pas seulement fourni des ressources naturelles vitales, elle a également eu un impact significatif sur la mentalité et la structure sociale des Sumériens. La nécessité de gérer les eaux fluctuantes du Tigre et de l'Euphrate a conduit au développement de systèmes d'irrigation sophistiqués. Ces systèmes n'assuraient pas seulement la survie des cultures, mais exigeaient également une collaboration communautaire et une structure centralisée, jetant ainsi les bases d'une société hiérarchisée et hautement organisée. Pour les Sumériens, maîtriser l'environnement signifiait bien plus que simplement subsister. Il s'agissait de modifier le paysage de manière à ce qu'il puisse résister à une civilisation en expansion. Les premières communautés sumériennes ne s'appuyaient pas seulement sur l'agriculture, mais créaient également des technologies et des techniques révolutionnaires pour maîtriser leur environnement. La construction de canaux et de digues est devenue une tâche indispensable et constante, protégeant les zones cultivées des inondations et facilitant l'irrigation en période de sécheresse. Les systèmes d'irrigation sumériens sont de véritables joyaux de l'ingénierie ancienne. En utilisant un mélange de canaux principaux et secondaires, ils sont parvenus à distribuer l'eau des rivières vers des zones rurales éloignées. Ce procédé permettait non seulement d'obtenir des récoltes uniformes, mais aussi de diversifier les cultures, améliorant ainsi l'approvisionnement alimentaire et la santé de la population. Cependant, la préservation de ces systèmes exigeait une organisation sociale complexe et une main-d'œuvre importante, favorisant ainsi l'émergence d'une gestion centralisée. L'interaction constante avec l'eau et la terre n'a pas seulement établi l'économie de Sumer, mais a également façonné sa culture et ses croyances. Les Sumériens vénéraient les divinités naturelles, voyant dans les rivières un reflet de leur pouvoir céleste. Chaque crue, chaque inondation était perçue comme un message divin, et les communautés y répondaient par des cérémonies et des sacrifices pour assurer leur protection. Ainsi, la géographie et la spiritualité ont fusionné, générant une culture fortement liée à son environnement. La position stratégique de la Mésopotamie entre l'Asie mineure et le Golfe Persique en a fait un carrefour de culture et un centre d'échange essentiel. Les Sumériens ont non seulement tiré profit des ressources locales, mais ils sont également devenus des commerçants experts, définissant des routes commerciales qui transcendaient leurs frontières. Ces routes ont facilité l'échange de produits, de pensées et de technologies, renforçant ainsi la civilisation sumérienne. Les villes sumériennes, comme Uruk et Ur, sont devenues des centres d'autorité et de culture. L'abondance des ressources et l'emplacement stratégique ont favorisé le développement urbain et l'innovation. Ces villes n'étaient pas seulement des espaces où les gens vivaient et travaillaient, mais aussi des centres dynamiques d'activités économiques, culturelles et religieuses. Des marchés animés fournissaient des marchandises exotiques en provenance de régions éloignées, tandis que des temples et des palais grandioses reflétaient la richesse et le pouvoir de leurs habitants. La fusion des cultures et l'interaction constante avec d'autres civilisations ont eu un impact significatif sur le progrès sumérien. Les Sumériens ont assimilé et modifié les technologies et les coutumes de leurs habitants, les intégrant à leur propre communauté. Cette transmission culturelle a non seulement favorisé le progrès technologique, mais a également enrichi la vie intellectuelle et artistique de la Mésopotamie.
Par exemple, l'écriture cunéiforme est devenue un outil puissant pour documenter les transactions commerciales, les règlements et les récits épiques, préservant ainsi le savoir pour les générations futures. La géographie de la Mésopotamie n'était pas seulement propice au commerce et à l'interaction culturelle, mais elle a également favorisé l'essor d'une civilisation dynamique et progressiste. En tirant parti de leur position stratégique, les Sumériens ont modifié leur environnement et jeté les bases d'une culture qui allait perdurer à travers les siècles. Ainsi, le pays entre les fleuves est devenu une icône de l'innovation et du progrès, un lieu où l'humanité a commencé son voyage vers la civilisation telle que nous la comprenons aujourd'hui. Il représente un terrain fertile entre deux fleuves puissants, le Tigre et l'Euphrate, où la vie prospère grâce à l'abondance des ressources naturelles disponibles. C'est dans cet espace privilégié que sont apparues les premières villes sumériennes, telles que Ur, Uruk et Eridu. Ces établissements n'étaient pas de simples conglomérats d'habitation, mais des centres urbains complexes représentant une structure sociale et administrative avancée. Uruk, l'une des plus remarquables, comptait plus de 50 000 habitants à son apogée, un chiffre stupéfiant pour l'époque. La ville s'étendait sur un vaste territoire, entouré de murs et bordé de rues et d'avenues méticuleusement conçues. Au cœur d'Uruk, de majestueux temples et structures administratives dominaient l'environnement, représentant le pouvoir et la richesse de la ville. Ces édifices servaient non seulement de lieux de culte, mais aussi de centres de pouvoir politique et économique. Eridu, considérée par beaucoup comme la plus ancienne ville, a joué un rôle important dans la mythologie sumérienne. Elle était considérée comme le site où les dieux ont fait leur première apparition sur Terre, marquant ainsi le début de la civilisation. La valeur religieuse d'Eridu se manifestait dans ses temples et dans la dévotion de ses habitants, qui construisaient des autels et des sanctuaires élaborés pour vénérer leurs divinités. La croissance de ces villes est une réaction directe aux défis et aux possibilités offertes par le contexte mésopotamien. Les Sumériens ont su exploiter les richesses naturelles de leurs terres, en développant des systèmes d'irrigation qui ont facilité l'agriculture à grande échelle et favorisé le développement des villes. Ce processus d'urbanisation a non seulement modifié l'environnement, mais a également jeté les bases d'une civilisation sophistiquée et avancée. Au cœur de ces premières cités sumériennes s'élevaient de majestueux ziggourats, de grandes pyramides aux formes échelonnées qui contrôlaient le ciel. Ces constructions n'étaient pas de simples temples religieux, mais représentaient le lien entre la terre et le firmament, entre les hommes et les divinités. Chaque ziggourate symbolisait un chantier gigantesque, mobilisant des milliers d'ouvriers et employant d'importants volumes de ressources. Les ziggourats surpassent les temples, elles représentent le cœur battant des cités sumériennes. Elles servaient de lieux de culte où les clercs célébraient des cérémonies pour invoquer les dieux et s'assurer leur protection. La ziggourate, avec sa structure en gradin, représentait la croyance sumérienne en une hiérarchie divine, le sanctuaire au sommet étant réservé aux dieux et accessible uniquement aux grands prêtres. De ces hauteurs sacrées, on pensait que les dieux avaient la capacité de descendre et de marcher parmi les humains. Outre leur rôle ecclésiastique, les ziggourats jouaient un rôle essentiel dans la gestion de la cité. Autour d'elles, des bâtiments administratifs permettaient de gérer les affaires de l'État, de stocker les surplus agricoles et de faire du commerce. Ces complexes témoignent non seulement de la prospérité et de la puissance de la ville, mais aussi d'une société structurée et hiérarchisée, capable de gérer de grands projets de construction et d'administration. Le symbolisme présent dans les ziggourats a également eu un impact sur la vie quotidienne des Sumériens. L'existence de ces grandes constructions a toujours rappelé aux habitants la proximité et la force des dieux, favorisant une culture intensément religieuse et dévote. Les fêtes et les rituels qui se déroulaient dans les ziggourats n'étaient pas seulement des actes de foi, mais aussi des moments sociaux qui soudaient la communauté et renforçaient les liens sociaux et culturels. La structure hiérarchique de la société sumérienne reflétait l'organisation structurée de ces villes. Au sommet de cette pyramide sociale se trouvaient les clercs et les chefs, qui disposaient non seulement d'une autorité politique, mais aussi d'un pouvoir religieux. Ces chefs étaient considérés comme des médiateurs entre les dieux et les hommes, ce qui leur conférait un pouvoir quasi divin sur la population. Juste en dessous des clercs et des dirigeants se trouvaient les marchands et les artisans. Les marchands jouaient un rôle crucial dans l'économie sumérienne, en favorisant les échanges de marchandises à l'intérieur et à l'extérieur de la Mésopotamie. Les artisans, quant à eux, étaient très appréciés pour leurs compétences et contribuaient considérablement à la richesse culturelle et matérielle de la société. Leurs usines produisaient tout, de la poterie au textile en passant par les ustensiles et les armes, autant d'éléments essentiels à la vie quotidienne et au commerce.
Les agriculteurs et les ouvriers forment le cœur de la pyramide sociale et constituent la majorité de la population. Ces personnes avaient pour tâche de cultiver la terre et de préserver les systèmes d'irrigation, assurant ainsi l'approvisionnement en nourriture et la stabilité financière. Bien qu'au sommet de la hiérarchie, leur travail était essentiel à la survie et au succès des cités sumériennes. La gouvernance sumérienne était tout aussi progressive. La création de l'écriture cunéiforme, l'un des plus anciens systèmes d'écriture de la planète, a radicalement transformé la manière dont les affaires de l'État étaient gérées. Les tablettes d'argile trouvées dans les ruines des villes sumériennes documentaient tout, des transactions commerciales au règlement, en passant par la littérature et les communications officielles. Ce système de documentation a permis une gestion efficace et un suivi précis des ressources et des actions de la cité. L'agriculture était au cœur de l'économie sumérienne et constituait le pilier de la vie quotidienne. La région située entre le Tigre et l'Euphrate offrait des terres fertiles, mais était également confrontée à des défis constants en raison d'inondations inattendues. Les Sumériens ont créé des systèmes d'irrigation sophistiqués pour réguler l'eau et garantir des récoltes abondantes. De grands canaux ont été creusés pour acheminer l'eau des rivières vers les zones cultivées, un travail qui nécessitait la coopération de toute la communauté. La construction et l'entretien de ces systèmes d'irrigation étaient des tâches essentielles qui assuraient la continuité de la société. À Sumer, l'agriculture ne se limitait pas aux semailles et aux récoltes. Les Sumériens étaient des pionniers en matière de techniques agricoles, utilisant des outils sophistiqués et des méthodes de culture efficaces. Ils cultivaient principalement de l'orge et du blé, mais transformaient également du sésame, des légumineuses, des fruits et des légumes. Ces cultures ne fournissaient pas seulement de la nourriture à la population, mais étaient également utilisées pour le commerce, apportant une contribution considérable à l'économie. Le travail dans les champs était énergique et structuré. De l'aube au crépuscule, hommes et femmes travaillaient ensemble, labourant la terre, plantant des graines et récoltant les cultures. Cet effort acharné permettait non seulement d'assurer l'approvisionnement en nourriture, mais aussi de renforcer le sens de la communauté et de la collaboration. Les célébrations et les cérémonies agricoles rythment le calendrier, avec des festivals destinés à remercier les dieux pour les récoltes abondantes et à solliciter leur aide pour les récoltes futures. Le rôle de l'irrigation ne peut être sous-estimé. La construction de canaux, de digues et de barrages a modifié le paysage de la Mésopotamie, transformant des zones arides en terres fertiles. Cette avancée technique a non seulement facilité la croissance de l'agriculture, mais a également protégé les villes des inondations dévastatrices. La capacité des Sumériens à gérer et à réguler l'eau s'est avérée essentielle à leur succès et à leur pérennité en tant que civilisation. Le commerce a joué un rôle crucial dans l'économie de Sumer, reliant ces villes à des régions éloignées et favorisant l'échange de produits, d'idées et de cultures. Non seulement les Sumériens pratiquaient le commerce intérieur, mais ils ont également créé des routes commerciales qui s'étendaient au-delà de la Mésopotamie jusqu'en Anatolie, dans la vallée de l'Indus et en Égypte. Ces échanges à l'échelle mondiale étaient essentiels pour obtenir des matériaux rares dans le pays, tels que les métaux, le bois et les pierres précieuses. Les routes commerciales sumériennes n'étaient pas seulement terrestres, mais aussi maritimes et fluviales. Les Sumériens ont mis au point des méthodes de navigation sophistiquées, construisant des navires capables de transporter de grandes quantités de marchandises sur le Tigre et l'Euphrate et dans le golfe Persique. Ces navires, souvent faits de roseaux et enduits de bitume, voyageaient jusqu'à la haute mer, reliant Sumer aux civilisations côtières et favorisant l'échange de biens et de connaissances. Les Sumériens expédiaient notamment des produits agricoles, des textiles, des poteries et des articles de luxe tels que des bijoux et des objets en métal. D'autre part, ils importaient des intrants vitaux pour leur économie et leur vie quotidienne. Par exemple, le bois était indispensable à la construction et à la fabrication d'ustensiles, tandis que les métaux tels que le cuivre et l'étain étaient essentiels à la fabrication du bronze, un alliage indispensable à la création d'armes et d'ustensiles. Les marchés sumériens étaient des centres dynamiques d'activités sociales et économiques. Les commerçants de différentes régions se rassemblaient dans les villes pour échanger des marchandises et partager des informations et des innovations. Ces marchés n'étaient pas seulement des espaces d'échanges commerciaux, mais aussi des lieux d'interaction culturelle où les langues, les traditions et les connaissances fusionnaient. Cette combinaison de cultures a enrichi la vie des Sumériens, apportant de nouvelles idées et technologies qui ont favorisé leur croissance. L'infrastructure commerciale de Sumer comprenait un réseau de routes bien préservé qui simplifiait le transport terrestre des marchandises.
Ces routes reliaient les villes sumériennes entre elles et à d'autres centres commerciaux importants. En outre, les Sumériens ont créé des systèmes de poids et mesures standards, ainsi que des techniques de comptabilité sophistiquées, utilisant l'écriture cunéiforme pour documenter les transactions et accords commerciaux. Cette gestion avancée garantissait l'efficacité et la clarté des opérations commerciales. La vie dans les villes sumériennes était dynamique et variée, avec une structure sociale complexe représentant les différentes professions et fonctions nécessaires à la préservation d'une civilisation progressive. Les villes étaient divisées en zones, chacune ayant son propre style et son propre rôle. Les habitations, principalement construites en briques crues, étaient modestes mais utiles, fournissant un abri et un lieu pour les tâches quotidiennes. Les artisans ont joué un rôle crucial dans la vie urbaine, en produisant une grande variété de produits indispensables au commerce et à l'usage domestique. De la poterie au textile en passant par les ustensiles et les bijoux, les ateliers d'artisans étaient des centres d'innovation et de créativité. Chaque artiste, du potier au tisserand, contribuait à l'économie locale et à la réputation de la ville. Non seulement leurs produits étaient utilisés localement, mais ils étaient également très prisés dans le commerce international. Les scribes constituaient une autre catégorie importante de la société sumérienne. Ces personnes hautement qualifiées avaient pour tâche de documenter les transactions commerciales, de produire des documents juridiques et de tenir des registres administratifs. La création de l'écriture cunéiforme a permis une gestion efficace et une préservation précise des connaissances. Les scribes travaillaient en étroite collaboration avec les prêtres et les fonctionnaires, veillant au bon fonctionnement des équipements de la ville. La religion imprégnait toutes les facettes de la vie sumérienne. Chaque ville possédait ses propres temples dédiés aux dieux indigènes, et les ziggourats, avec leur étonnante structure en gradins, étaient les emblèmes de la dévotion et de l'autorité divine. Les clercs, chargés des rituels et de la gestion des temples, avaient une grande influence. Les célébrations religieuses rythmaient le calendrier, avec des rituels sophistiqués impliquant l'ensemble de la communauté. Ces événements permettaient non seulement de vénérer les dieux, mais aussi de renforcer l'unité sociale et de célébrer l'identité commune de la ville. Au quotidien, les Sumériens menaient une vie pleine de traditions et de coutumes. Les foyers étaient des noyaux d'activités familiales où les repas étaient préparés, les tissages réalisés et les histoires et connaissances transmises d'une génération à l'autre. Les tâches ménagères étaient communes à tous les membres de la famille, et l'éducation des enfants comprenait des compétences pratiques ainsi que des enseignements sur l'éthique et la foi religieuse. L'une des contributions les plus remarquables des Sumériens a été la création de l'écriture cunéiforme, une méthode qui utilise des symboles gravés sur des plaques d'argile. Ce développement révolutionnaire a permis aux Sumériens d'enregistrer plus facilement un large éventail de données, allant des transactions commerciales à la législation et à la littérature. L'écriture cunéiforme a non seulement simplifié les échanges et le commerce, mais elle a également permis de préserver les connaissances à travers le temps. Il imagine un monde sans écriture, dans lequel la diffusion des connaissances reposait uniquement sur la mémoire et la tradition orale. Le développement de l'écriture cunéiforme a radicalement transformé cette dynamique. Les Sumériens ont commencé à utiliser de minuscules plaques d'argile sur lesquelles ils traçaient des signes à l'aide d'un coin, créant ainsi des documents précis et durables. Cette capacité à documenter les données a permis une gestion plus efficace et un contrôle plus strict des ressources et des opérations économiques. L'écriture cunéiforme a également eu un effet profond sur la culture et l'éducation sumérienne. Les scribes, une classe hautement éduquée et appréciée, sont devenus les gardiens du savoir. Ils ne se contentaient pas de tenir des registres administratifs, mais écrivaient également des poèmes, des récits mythologiques et des textes de foi. Des œuvres telles que le poème de Gilgamesh, l'un des premiers exploits littéraires, ont été réalisées grâce à cette technologie d'écriture révolutionnaire. L'écriture cunéiforme a également apporté de grands avantages au commerce. Les vendeurs avaient la possibilité de documenter avec précision les contrats, les accords et les transactions, ce qui simplifiait le commerce des biens et des services, tant au niveau local que mondial. Ce degré d'exhaustivité et de précision dans les registres commerciaux a facilité la croissance économique et l'expansion des réseaux commerciaux sumériens. Les Sumériens ont également laissé une empreinte indélébile dans le domaine des mathématiques et de l'astronomie. Leur système sexagésimal, basé sur le nombre 60, a non seulement transformé les mathématiques de leur époque, mais a également eu un impact sur la manière dont nous calculons le temps et les angles aujourd'hui. En outre, ces découvertes astronomiques et la création de calendriers précis ont été fondamentales pour l'organisation de l'agriculture et de la religion, marquant un progrès remarquable dans la perception humaine de l'univers.
Le système sexagésimal sumérien représente l'une des inventions les plus créatives de l'époque. En utilisant le nombre 60 comme base, les Sumériens ont pu effectuer des calculs complexes avec une plus grande simplicité. C'est grâce à cette procédure qu'aujourd'hui nous segmentons le cercle en 360 degrés et le temps en 60 minutes par heure et 60 secondes par minute. L'adaptabilité et l'efficacité de ce système ont permis aux Sumériens de résoudre des questions mathématiques sophistiquées, simplifiant ainsi la gestion de leur ville et de leur commerce. Dans le domaine de l'astronomie, les Sumériens ont été des pionniers dans l'observation et la documentation des mouvements du ciel. Ils ont développé des observatoires et des méthodes pour cartographier les étoiles et anticiper les événements astronomiques. Ces connaissances étaient cruciales pour l'agriculture, car elles permettaient aux agriculteurs sumériens de déterminer les meilleurs moments pour les semailles et les récoltes. Les calendriers sumériens, basés sur les cycles solaires et lunaires, étaient d'une précision étonnante et témoignaient d'une profonde compréhension des modèles célestes. Les observations astronomiques avaient également une signification religieuse importante. Les Sumériens considéraient que les actions des étoiles étaient l'expression de la volonté de Dieu. Les clercs astronomes jouaient un rôle essentiel dans l'interprétation de ces signes, guidant les dirigeants dans les affaires de l'État et organisant des cérémonies d'une grande importance religieuse. Cette combinaison de science et de religion met en évidence l'intensité de la vision sumérienne du monde et sa capacité à fusionner connaissances pratiques et convictions spirituelles. L'enseignement des mathématiques et de l'astronomie était dispensé par des institutions spécialisées où les élèves apprenaient à utiliser des tables mathématiques et à faire des observations astronomiques. Ces connaissances n'étaient pas seulement utiles pour la gestion et l'agriculture, mais aussi pour la construction de structures et l'établissement de cartes. La précision dans ces disciplines a permis aux Sumériens de réaliser des prouesses architecturales et d'ingénierie que nous admirons encore aujourd'hui. L'artisanat sumérien a atteint un degré de raffinement exceptionnel, témoignant à la fois de l'habileté technique et de l'abondance culturelle de cette ancienne civilisation. Les Sumériens produisaient des poteries méticuleusement ornées, des textiles d'excellente qualité et des bijoux raffinés. Leurs compétences en matière d'orfèvrerie se reflètent dans les objets en or, en argent et en pierres précieuses trouvées dans les tombes royales, démontrant non seulement leur talent artistique, mais aussi leur capacité à manipuler des matériaux variés et complexes. La poterie sumérienne était réputée pour sa longévité et sa beauté. Les artisans utilisaient des méthodes sophistiquées pour mouler et décorer les récipients, qui présentaient souvent des motifs géométriques détaillés et des figures de la mythologie. Ces objets, en plus d'être utiles, étaient décoratifs et utilisés dans les rituels religieux et comme offrande aux divinités. La poterie sumérienne était considérée comme une marchandise précieuse, tant en Mésopotamie qu'à l'étranger, et sa qualité était largement reconnue. Dans le domaine des textiles, les Sumériens ont mis au point des méthodes de tissage permettant de produire des tissus fins et durables. Les tissus de laine et de lin sont courants, et les artisans sumériens ont expérimenté les teintures naturelles pour produire une variété de couleurs vives. Les vêtements, souvent ornés de broderies élaborées, représentaient le statut social et l'identité culturelle. Les textiles sumériens ont également joué un rôle crucial dans le commerce, échangé contre d'autres marchandises de valeur avec les régions adjacentes. L'orfèvrerie sumérienne a atteint son apogée dans les objets trouvés dans les sépultures royales, comme celle d'Ur. Ces trésors comprennent des colliers, des bracelets, des anneaux et des diadèmes, réalisés avec une précision et un détail étonnant. Les artisans sumériens étaient très habiles dans le travail des métaux et des pierres de valeur, fusionnant les éléments pour produire des pièces d'une beauté et d'une complexité extraordinaire. La foi sumérienne se concentrait sur un panthéon de divinités qui contrôlait divers aspects du monde naturel et humain. Chaque divinité avait son propre domaine et son propre ensemble de mythes et de contes. Anu, l'un des dieux les plus importants, était connu comme le roi des dieux et régnait depuis les hauteurs célestes. Enlil, le dieu de l'air et des tempêtes, jouait un rôle essentiel dans la mythologie sumérienne, célèbre pour sa nature incertaine et sa capacité à accorder ou à supprimer la prospérité. Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse, a joué un rôle crucial en tant que gardien de l'humanité et source de connaissances. On lui attribue des innovations et des découvertes essentielles à la civilisation, telles que l'agriculture et l'écriture. Chacune de ces divinités était non seulement vénérée dans des temples, mais aussi considérée comme ayant un impact direct sur l'avenir des êtres humains. Les Sumériens pratiquaient des cérémonies et offraient des sacrifices afin d'apaiser ces dieux et de gagner leur approbation. Les dieux sumériens n'étaient pas des entités lointaines, ils étaient activement impliqués dans la vie quotidienne.
Ils étaient considérés comme responsables du temps, des récoltes, de la santé et de la prospérité. Les Sumériens considéraient que les événements naturels étaient révélateurs de l'intention divine. Une tempête dévastatrice pouvait être considérée comme une manifestation du malaise dans l'île, tandis qu'une récolte abondante pouvait être considérée comme une bénédiction pour Enki. La vénération de ces dieux s'exprimait par de multiples rituels religieux. Les clercs jouaient un rôle essentiel en tant que médiateurs entre les dieux et les hommes, accomplissant des sacrifices et des cérémonies au nom de la communauté. Les célébrations religieuses établissaient le calendrier sumérien, avec des rituels sophistiqués impliquant des processions, des mélodies et des offrandes. Ces festivités n'étaient pas seulement des moments de vénération, mais aussi d'unité sociale et culturelle. On y voit d'immenses pyramides aux formes échelonnées dominant le panorama des villes sumériennes, s'élançant vers le ciel comme vers les demeures des dieux. Ces constructions étonnantes, appelées ziggourats, allaient au-delà de simples temples. Elles représentaient avec force le lien entre le terrestre et le sacré. Non seulement les ziggourats dominaient le paysage urbain, mais elles jouaient également un rôle central dans la vie économique et religieuse de Sumer. Les ziggourats étaient de grands édifices construits en briques crues et souvent recouverts d'une couche de bitume pour les protéger des intempéries. Chacune d'entre elles était composée d'une série de terrasses en gradins, dont la taille diminuait au fur et à mesure qu'elles s'élevaient vers un sanctuaire situé à leur point culminant. Ce temple était consacré à la divinité principale de la ville et était le lieu où seuls les grands prêtres avaient accès pour accomplir les rituels les plus sacrés. La construction d'une ziggourate était une tâche énorme qui nécessitait des ressources et une main-d'œuvre considérable. Des milliers de travailleurs, parmi lesquels des artisans, des maçons et des agriculteurs, ont participé à sa construction. Ce travail en commun témoignait non seulement de la ferveur religieuse des Sumériens, mais aussi de leur capacité à coordonner et à mobiliser de grands projets communautaires. Chaque ville importante possédait sa propre ziggourate, qui servait de noyau pour les cérémonies et d'emblème de la puissance et de la prospérité de la ville. Les ziggourats n'ont pas été créés dans le but d'être visibles par le grand public. Il s'agissait plutôt de sites sacrés où les clercs pratiquaient des cérémonies et des sacrifices pour invoquer les dieux et s'assurer leur protection. Les prêtres étaient considérés comme des médiateurs entre les dieux et les hommes, et leur rôle dans la société sumérienne était très important. Les rituels pratiqués dans les ziggourats comprenaient des offrandes de nourriture, d'animaux et de richesses précieuses, considérées comme essentielles pour préserver l'équilibre et la prospérité. Outre leur rôle de foi, les ziggourats jouaient un rôle essentiel dans l'économie de la ville. Autour d'elles, des bâtiments administratifs permettaient de gérer les affaires de l'État, de stocker les surplus agricoles et de faire du commerce. Les temples possédaient de vastes étendues de terres et de ressources, et la gestion efficace de ces ressources était cruciale pour le bien-être de la ville. Outre leurs responsabilités ecclésiastiques, les prêtres jouaient également le rôle de gestionnaires et de contrôleurs de ces ressources. La mythologie sumérienne regorge de récits intrigants décrivant la formation du monde et la naissance de l'humanité. Selon leur mythe, les humains ont été créés pour travailler et préserver la terre, déchargeant ainsi les dieux des tâches terrestres. Ces récits ne représentent pas seulement la perception sumérienne de l'univers, mais donnent également un aperçu de leurs principes et de leurs convictions. L'épopée d'Atrahasis est l'un des mythes les plus connus qui raconte comment les dieux ont créé les êtres humains pour faciliter leur travail. À l'origine, les dieux inférieurs, appelés Igigi, avaient pour tâche de creuser des canaux et d'effectuer des travaux de grande envergure. Affaiblis par leur poids, ils se soulevèrent contre les dieux supérieurs. En réponse, Enki, le dieu de la connaissance, proposa de créer des êtres humains à partir de l'argile pour accomplir ces tâches. Les humains étaient donc conçus pour travailler et servir les dieux, tout en assurant leur propre bien-être par l'adoration et le service. Une autre figure importante du mythe est le poème de Gilgamesh, qui traite de la mortalité, de l'amitié et de la quête de l'immortalité. Gilgamesh, un monarque semi-divin, entame une série d'aventures à la recherche de l'éternité après la perte de son ami Enkidu. Au cours de son voyage, il interagit avec des dieux et des entités mythologiques, apprenant de profondes leçons sur la vie et la mort. Ce poème présente non seulement une perspective sur l'héroïsme et l'humanité, mais aussi le lien entre les hommes et les dieux dans la mythologie de l'ancienne Sumer. L'émergence du monde est également un thème majeur de la mythologie sumérienne. Selon leurs croyances, l'univers a été créé à partir du chaos initial par les dieux Anu, Enlil et Enki. Ces dieux ont établi l'ordre et les règles naturelles, en donnant des rôles particuliers aux composantes du monde. Ils ont créé et équilibré la terre, le ciel, les rivières et les montagnes, et ont établi les fondements de la justice et du droit. Ces mythes n'étaient pas seulement des histoires divertissantes,
ils avaient aussi une fonction éducative et éthique. Ces récits instruisaient les Sumériens de leurs devoirs et obligations envers les dieux et la communauté. Les mythes étaient destinés à communiquer des valeurs importantes telles que la fidélité, la justice, le courage et l'humilité. Simultanément, il apportait réconfort et espoir, donnant un sentiment d'utilité et d'appartenance à l'univers au sens large. Dans l'ancienne Sumer, l'autorité politique et l'autorité religieuse étaient regroupées dans les mêmes personnes. Les premiers dirigeants sumériens jouaient le rôle non seulement de monarques, mais aussi de grands prêtres. Ces dirigeants, appelés Ensi ou Lugal, jouaient un rôle essentiel dans l'administration de la cité-État. Ils veillaient non seulement à la construction et à l'entretien des canaux d'irrigation indispensables, mais aussi à l'administration de la justice et à la direction des forces militaires en période de conflit. Le terme Ensi désigne généralement un chef qui jouait le rôle d'administrateur et de chef spirituel d'une cité donnée. Ces chefs étaient responsables des rituels et des sacrifices nécessaires pour invoquer les dieux et s'assurer leur protection. En outre, ils contrôlaient l'économie urbaine, gérant l'allocation des ressources et la production alimentaire. La fusion des fonctions civiles et religieuses en une seule personne renforçait le pouvoir et assurait l'unité de la communauté. En revanche, le nom Lugal signifie littéralement « grand homme » et désigne souvent des chefs ayant une plus grande autorité militaire et territoriale. Ces monarques guerriers menaient des expéditions pour étendre leur territoire et protéger leur ville des risques extérieurs. Les prouesses d'un Lugal sur le théâtre de la guerre étaient essentielles à sa légitimité et à sa réputation. Les vertus militaires de ces commandants étaient souvent célébrées et documentées dans des monuments et des ziggourats, perpétuant ainsi leur courage et leur vénération. À Sumer, la dualité du pouvoir représentait une société dans laquelle la religion et la politique ne pouvaient être séparées. Les dirigeants sumériens jouaient le rôle de médiateurs entre les dieux et les hommes, assurant la prospérité et l'ordre dans leur cité. Ce mélange de pouvoir politique et religieux facilitait une gestion centralisée et efficace, indispensable à la survie et au succès des cités sumériennes. La présence constante des dieux dans la vie quotidienne et dans l'administration souligne l'importance de la religion à Sumer. Les temples, qui font également office de centres administratifs, sont au cœur de la vie des cités. Les dirigeants, qui étaient aussi des clercs, veillaient à ce que les lois divines soient respectées et que les choix politiques soient conformes à la volonté des dieux. Dans la culture sumérienne, la légitimité du pouvoir reposait sur le lien entre les dirigeants et les dieux. Les monarques étaient considérés comme choisis par les dieux pour gouverner, et cette sélection divine leur conférait un pouvoir presque incontesté. Cette croyance légitimait non seulement la suprématie des monarques, mais les obligeait également à préserver la paix et l'équité selon les normes divines. Les ziggourats sumériennes et les autres monuments comportaient souvent des inscriptions célébrant les exploits des monarques et leur culte des dieux. Ces inscriptions ne relataient pas seulement les victoires militaires et les plans de construction, mais soulignaient également la révérence et la droiture du souverain. Ce faisant, elles consolidaient l'idée que le monarque était un médiateur essentiel entre les dieux et la population, assurant la prospérité et l'ordre divin sur la planète. Un exemple frappant est celui du roi Gudea de Lagash, dont les nombreuses statues et cylindres inscrits soulignent sa ferveur envers les dieux et son engagement à construire des temples et à améliorer l'infrastructure de sa ville. Les légendes décrivent comment Gudea obtenait directement des dieux en rêve, qui le guidaient dans ses actions en tant que dirigeant. Ce lien direct avec le sacré renforçait sa position et validait son règne. L'autorité divine se manifestait également dans les rituels et les cérémonies organisées par les dirigeants. Lors des célébrations religieuses, le monarque jouait un rôle crucial, conduisant les processions et accomplissant les sacrifices au nom du peuple. Ces cérémonies ne garantissaient pas seulement la faveur divine, mais témoignaient également de l'engagement du monarque envers sa responsabilité sacrée, renforçant ainsi sa position vis-à-vis de ses sujets. La construction de temples et de ziggourats était un autre moyen de manifester la dévotion et l'autorité du dirigeant. Ces monuments fonctionnaient comme des centres de culte et de gestion, mais aussi comme des signes constants de la relation spéciale entre le monarque et les dieux. Les inscriptions et les reliefs qui ornent ces édifices relatent non seulement des événements historiques, mais vénèrent également le rôle du monarque en tant que gardien et bienfaiteur de son peuple, choisi par les dieux pour préserver l'ordre et l'équité. Avec l'expansion des villes sumériennes, la gestion est devenue progressivement plus compliquée, nécessitant des systèmes efficaces pour gérer les ressources et préserver l'ordre. C'est à ce stade que la bureaucratie sumérienne a excellé, jetant les bases des systèmes de gestion des civilisations suivantes.
Les scribes ont joué un rôle essentiel dans ce processus, utilisant l'écriture cunéiforme pour documenter les transactions commerciales, les proclamations royales et les actes de foi. Les scribes étaient des fonctionnaires hautement qualifiés et respectés, chargés de tenir des registres méticuleux couvrant tous les aspects de la vie dans la civilisation sumérienne. De l'administration des réserves de céréales à la collecte du tribut en passant par la rédaction d'accords juridiques, leur travail était essentiel au bon fonctionnement de l'État. Les dalles d'argile retrouvées dans les vestiges des villes sumériennes témoignent de la complexité et de l'ampleur de leur travail de gestion. La création de l'écriture cunéiforme a considérablement simplifié la gestion sumérienne. Cette méthode d'écriture, qui comprenait des symboles imprimés sur des plaques d'argile, permettait aux scribes d'enregistrer facilement des données de manière précise et durable. Les tablettes étaient utilisées pour tout enregistrer, des dossiers commerciaux aux accords juridiques, en passant par les livres et les communications officielles. Cette capacité à documenter et à conserver les données a contribué à la stabilité et à l'efficacité du gouvernement sumérien. La bureaucratie sumérienne comprenait également une structure clairement établie de fonctionnaires et d'administrateurs, chacun ayant des tâches particulières. Les dirigeants municipaux, les fonctionnaires des temples et les responsables des canaux d'irrigation faisaient partie de cette structure de gestion. Chacun de ces fonctionnaires répondait aux demandes de renseignements et veillait à ce que les politiques et les résolutions du gouvernement soient effectivement mises en œuvre dans l'ensemble de la cité-État. La sophistication et l'efficacité de la gestion sumérienne ont été déterminantes pour le triomphe de la civilisation. La capacité à gérer de grands projets d'infrastructure, tels que la construction de canaux et de temples, et à maintenir un contrôle étroit sur les ressources et la production, a permis aux villes sumériennes de prospérer dans un environnement difficile. En outre, la bureaucratie sumérienne a servi de référence pour la gestion des civilisations suivantes, influençant la manière dont les sociétés étaient structurées et gérées à l'avenir. Au cœur de l'ancienne Sumer, la rivalité pour les ressources telles que les terres agricoles et l'eau était féroce. Chaque cité-État, dirigée par son propre Ensi ou Lugal, cherchait à étendre sa domination et à assurer sa survie. Cette concurrence entraînait des conflits et des guerres constants entre les villes sumériennes, l'un des conflits les plus connus étant celui qui opposa Lagash à Huma. La querelle entre le Lagash et l'Huma ne se limitait pas à un conflit territorial. Elle représentait les tensions politiques et économiques préexistantes dans la région. Sous la direction d'Eannatom, Lagash a engagé Huma dans une série d'affrontements pour la domination d'une riche région agricole. Cet affrontement a été consigné dans la stèle des vautours, un mémorial en pierre célébrant la victoire de Lagash. La stèle ne célèbre pas seulement le triomphe militaire, elle illustre également la dureté de la guerre dans l'Antiquité, avec des images de soldats en mouvement et de vautours ramassant les dépouilles des soldats tombés au combat. La stèle du vautour est une preuve frappante de la manière dont les souverains sumériens utilisaient la propagande et le symbolisme pour justifier leur autorité et célébrer leur victoire. La stèle ne raconte pas seulement la bataille, elle souligne également la vénération du roi Eannatom et son lien avec les dieux. La victoire dans la guerre était considérée comme un signe de la faveur divine, et cette piste fonctionnait comme un rappel constant de la relation entre la force militaire et l'approbation des dieux. Malgré leur affaiblissement, ces conflits internes ont également favorisé les progrès en matière d'organisation militaire et de construction de forteresses. Les villes sumériennes ont commencé à construire des murs plus solides et à développer des stratégies militaires plus avancées pour se protéger de leurs voisins et sécuriser leur territoire. Le besoin constant de protection a conduit à une plus grande concentration du pouvoir et à la professionnalisation des forces armées, modifiant la dynamique de la société sumérienne et préparant le terrain pour de futurs conflits. Au fur et à mesure que les luttes entre les cités-États sumériennes s'intensifiaient, le besoin d'abri et de protection devenait une priorité. Les disputes internes et les conflits pour les ressources et les territoires ont conduit à une militarisation accrue des sociétés sumériennes. Cette militarisation a non seulement modifié la structure politique et sociale, mais elle a également encouragé la création de structures militaires impressionnantes qui ont remodelé l'environnement urbain. Les villes sumériennes ont commencé à construire des murs massifs autour de leurs frontières pour se protéger des attaques hostiles. Ces murs, construits en briques d'argile et fortifiés par des tours et des portes fortifiées, étaient des constructions impressionnantes qui témoignaient de l'autorité et de la prospérité de la ville. La construction de ces défenses exigeait beaucoup de ressources et de travail, ce qui témoignait de la capacité d'organisation et de la concentration du pouvoir entre les mains des dirigeants. La fortification des villes n'avait pas seulement un but défensif, elle fonctionnait aussi comme une manifestation d'autorité et de renommée. Les murs ne protégeaient pas seulement les habitants,
Il représentait aussi l'autonomie et le pouvoir de la cité-État. Chaque ville s'efforçait de construire les défenses les plus impressionnantes, utilisant ces constructions pour intimider les concurrents et décourager les attaques. Outre la construction de murs, les villes sumériennes ont mis en place des stratégies militaires sophistiquées et des unités spécialisées au sein de leurs forces armées. Les guerriers sumériens disposaient d'une gamme d'armes comprenant des lances, des arcs et des flèches, ainsi que des poignards en bronze. L'utilisation du bronze, un alliage de cuivre et d'étain, a considérablement amélioré la qualité et la longévité de leurs armes, ce qui leur a conféré un avantage au combat. Les chars tirés par des ânes ont également commencé à être utilisés dans la guerre, offrant une plus grande mobilité et une plus grande puissance d'attaque. La structure et la discipline de l'armée sumérienne étaient essentielles à son succès dans la guerre. Les commandants militaires, souvent des chefs eux-mêmes ou des membres de la noblesse, dirigeaient leurs forces sur le théâtre de la guerre, employant des stratégies et des tactiques coordonnées pour vaincre leurs adversaires. La capacité à mobiliser et à gérer de grands groupes de soldats témoignait dû au degré de centralisation et de contrôle administratif des villes sumériennes. L'urgence de se protéger contre des adversaires externes et internes a conduit à la formation d'une société profondément militarisée dans laquelle la guerre et la défense étaient des éléments essentiels de la vie quotidienne. Cette militarisation a également eu un impact sur la culture et l'idéologie sumérienne, élevant le courage et l'habileté au combat. Les inscriptions et les incrustations sur les stèles et les monuments célébraient souvent les triomphes militaires et la ténacité des guerriers, renforçant ainsi l'identité et la fierté de la communauté. Malgré leurs efforts pour renforcer leur défense et militariser leur communauté, les cités sumériennes n'étaient pas inébranlables. Les tensions internes et les rivalités constantes les ont affaiblis, les rendant plus vulnérables aux invasions extérieures. Toutefois, ces défis ont également entraîné des adaptations et des progrès qui leur ont permis de résister à ces menaces et parfois de les surmonter. Les invasions extérieures provenaient souvent de communautés nomades et semi-nomades de Mésopotamie, séduites par l'abondance et la splendeur des cités sumériennes. Ces envahisseurs, parfois mieux préparés et plus agiles, constituaient une menace constante pour la stabilité de Sumer. Les cités-États ont dû s'adapter rapidement en optimisant leurs tactiques défensives et en renforçant leurs alliances. L'un des mécanismes permettant de répondre à ces menaces était la création de coalitions et d'alliances entre les villes et les États. Malgré leur rivalité, les villes sumériennes ont compris l'importance de s'unir face à des adversaires communs. Ces alliances ont permis aux villes de partager plus facilement leurs ressources et de coordonner leurs actions militaires, augmentant ainsi leurs chances de succès face aux envahisseurs étrangers. Cependant, ces coalitions étaient vulnérables et se désintégraient souvent une fois la menace directe disparue, réactivant les conflits internes. Les invasions ont également stimulé l'innovation en matière de technologie et de stratégie. Les techniques et les armes de leurs adversaires ont commencé à être adoptées et adaptées par les Sumériens, améliorant ainsi leurs propres compétences militaires. La mise en œuvre de nouvelles stratégies de guerre, telles que l'utilisation de chars et de structures plus adaptables, a permis aux Sumériens de combattre leurs adversaires plus efficacement. Ces innovations n'ont pas seulement amélioré leur capacité à se protéger, mais ont également eu un effet bénéfique sur leurs propres conflits internes. La légende de Sargon commence de manière théâtrale, avec son impuissance dans un panier flottant sur l'Euphrate, écho du récit de Moïse qui sera raconté des siècles plus tard. Selon le mythe, Sargon est sauvé par un jardinier et élevé dans l'authentique cour de Kish. Ce début modeste est essentiel pour comprendre l'ampleur de son élévation. Le récit de Sargon séduit l'imagination par sa combinaison de destin sacré et d'efforts humains. Dès sa jeunesse, Sargon fait preuve d'une intelligence et d'une habileté extraordinaires. Travaillant à la cour de Kish, il gagne la confiance et la faveur du monarque, mais son ambition n'est pas contenue. Saisissant l'occasion, Sargon se soulève contre le monarque de Kish et prend la tête d'une insurrection qui aboutit à l'occupation du trône. Ce geste audacieux marque le début de son ascension au trône. Sa capacité à susciter à la fois la loyauté et la crainte lui a permis de renforcer son emprise sur Kish et d'en amorcer la croissance. Sargon n'est pas seulement ravi de prendre le contrôle de Kish. Dans le but évident d'unifier les cités-États de Sumer, il entreprend une série d'opérations militaires. Chaque triomphe renforce son influence et étend son contrôle. Ses prouesses stratégiques et la loyauté de ses troupes sont essentielles à son triomphe. Sous son règne, des cités auparavant en guerre et en conflit sont réunies sous une seule et même bannière.
Les récits de ses contemporains et les documents historiques renforcent l'image de Sargon en tant que dirigeant de caractère et déterminé. Il ne s'appuyait pas seulement sur la force brute pour contrôler son empire, mais aussi sur une gestion efficace et sur sa capacité à créer un réseau de communication et de commerce qui a assuré la solidité de son empire. Sargon avait compris que pour préserver un empire, il fallait plus que des troupes. Il fallait un système solide pour soutenir son administration. L'ascension de Sargon d'Akkadia est une histoire de détermination et d'habileté. De ses origines modestes à son ascension méthodique vers le pouvoir, Sargon incarne l'ambition et l'habileté d'un dirigeant qui aspire non seulement à conquérir, mais aussi à unifier et à administrer efficacement. Après avoir renforcé son influence à Kish, Sargon d'Akkadia se tourne vers un objectif plus audacieux, l'unification des cités-États de Sumer. Au cours de cette période, Sumer avait été divisée en plusieurs cités-États autonomes, chacune ayant son propre chef et souvent en conflit les unes avec les autres. Sargon a vu la possibilité d'établir un empire consolidé et a entrepris une série d'opérations militaires qui allaient transformer le cours de l'histoire de la Mésopotamie. Les stratégies militaires de Sargon se sont révélées à la fois révolutionnaires et incontournables. Il a utilisé un mélange de force brute et de tactiques astucieuses pour subjuguer ses adversaires. Il ne se contente pas de vaincre les armées adverses sur le théâtre de la guerre, il s'assure également la loyauté des villes conquises en élisant des gouverneurs qui lui sont fidèles. Ce système de gestion centralisé a permis à Sargon de garder le contrôle d'une vaste région, assurant ainsi la stabilité et l'unification de son empire. Akka, la capitale de Sargon, devint rapidement un centre de pouvoir et de culture. Sous son règne, Akka n'a pas seulement prospéré en tant que capitale gouvernementale, elle est aussi devenue un centre d'échanges culturels et commerciaux. Le réseau de routes établi sous son règne a facilité la communication et le commerce entre les différentes régions de l'Empire. Ces voies permettaient non seulement le déplacement rapide des troupes, mais favorisaient également l'échange de biens, d'idées et de technologies. L'influence de Sargon sur la gestion de l'Empire a été considérable. Il a mis en place un système bureaucratique efficace, avec des scribes et des fonctionnaires chargés de tenir des registres détaillés de toutes les transactions et de tous les événements importants. Ce degré d'organisation a facilité l'administration efficace des ressources et une réaction immédiate à tout défi. La concentration du pouvoir à Akka et le transfert du pouvoir aux gouverneurs locaux ont permis à l'Empire de fonctionner de manière cohérente et efficace. Outre ses succès militaires et gouvernementaux, Sargon a également favorisé le développement culturel. Sous son règne, la littérature et les arts se sont développés. Les écrivains et les poètes d'Akka ont produit des œuvres célébrant ses triomphes et sa sagesse, renforçant ainsi son héritage. L'impact d'Akka en tant que noyau culturel s'est étendu à tout l'Empire, laissant une marque durable sur la civilisation mésopotamienne. Malgré les succès stupéfiants de Sargon, son empire n'était pas sans obstacles. Après sa mort, l'empire akkadien a rencontré de multiples obstacles qui ont finalement conduit à son effondrement. Les insurrections internes et les attaques des nations voisines ont sapé l'unité de l'empire, révélant les faiblesses d'une structure politique et administrative aussi vaste. Des insurrections internes apparaissent presque immédiatement après la mort de Sargon. Les chefs locaux, qui avaient fait preuve de loyauté envers Sargon, ont commencé à remettre en question l'autorité de ses héritiers. L'absence d'une autorité forte et consolidée a provoqué une escalade des tensions régionales, conduisant à des conflits internes qui ont encore plus déchiré l'Empire. Non seulement ces insurrections ont diminué la stabilité interne, mais elles ont également mis à rude épreuve les ressources et les forces qui étaient essentielles pour protéger les frontières de l'Empire. Dans le même temps, l'Empire akkadien subit des pressions extérieures de la part de communautés voisines telles que les Gutis, les Élamites et d'autres groupes sémites. Ces groupes de population, séduits par l'abondance de l'Empire, lancent des raids et des attaques qui mettent à mal la capacité défensive de l'Empire. L'absence de réaction commune et efficace a facilité l'effet dévastateur de ces attaques, affaiblissant encore davantage la structure de l'Empire. L'un des éléments cruciaux de la désintégration de l'Empire akkadien est l'incapacité des héritiers de Sargon à conserver l'autorité et le contrôle qu'il avait acquis. Bien que ses héritiers aient tenté de préserver son héritage, il ne possédait pas le charisme et les prouesses militaires qui avaient distingué Sargon. Cette situation, associée à des pressions internes et externes croissantes, a abouti à un empire de plus en plus difficile à administrer et à préserver. Le résultat de ces défis fut l'effondrement d'Akka, la capitale de l'empire. Les Gutis, une communauté des monts Zagros, ont réussi à envahir et à usurper la ville, signant ainsi la fin de l'empire akkadien. Bien que l'empire se soit effondré, l'héritage de Sargon a survécu. Sa vision d'un empire consolidé,
ainsi que son influence sur la gestion et la culture de la Mésopotamie, ont laissé une marque indélébile qui a influencé les civilisations suivantes. L'effondrement de l'Empire akkadien est dû à un mélange de rébellions internes et de pressions externes. Malgré les conquêtes de Sargon, son empire n'a pas résisté aux tensions qui sont apparues après sa mort. Néanmoins, son héritage a perduré, marquant l'histoire de la Mésopotamie et rappelant la délicatesse et la majesté du pouvoir impérial. La création de l'écriture cunéiforme par les Sumériens a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Cette méthode d'écriture, créée vers 3400 avant Jésus-Christ, utilise une série de signes sur des plaques d'argile pour illustrer des mots et des idées. D'abord utilisée pour tenir des registres administratifs et comptables, l'écriture cunéiforme est rapidement devenue un outil essentiel pour la conservation des connaissances et la diffusion des concepts. Le poème de Gilgamesh, l'une des contributions les plus remarquables de l'écriture cunéiforme, est l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues. Ce poème grandiose raconte les aventures du roi Gilgamesh et son désir d'éternité en abordant des thèmes universels tels que l'amitié, le courage et la mortalité. À travers le récit de Gilgamesh, les Sumériens s'interrogeaient sur l'essence humaine et la recherche du sens de l'existence, des thèmes qui continuent de trouver un écho dans la littérature moderne. La possibilité de consigner les lois, les accords et les transactions commerciales sur des tablettes d'argile a permis une gestion plus efficace et plus claire. Les scribes, formés à l'écriture cunéiforme complexe, sont devenus des figures essentielles de la société sumérienne. Leur capacité à enregistrer et à stocker des données a permis de préserver les décisions importantes et les événements historiques pour les générations futures. Outre les documents littéraires et administratifs, l'écriture cunéiforme a également été utilisée pour documenter les connaissances mathématiques et scientifiques. Les Sumériens ont consigné leurs observations astronomiques, leurs opérations mathématiques et leurs formules médicales, créant ainsi un patrimoine de connaissances qui sera transmis et cultivé par les civilisations suivantes. La capacité d'écrire et de lire en cunéiforme a permis aux Sumériens de diffuser et d'étendre plus facilement leur compréhension du monde. La création de l'écriture cunéiforme par les Sumériens a non seulement transformé leur propre civilisation, mais a également jeté les bases du progrès de la littérature, de la science et de la gestion dans l'ensemble du monde antique. Le poème de Gilgamesh et d'autres écrits cunéiformes nous donnent un aperçu de l'esprit et du cœur de l'une des civilisations les plus marquantes de l'histoire. Les Sumériens n'ont pas seulement laissé une marque indélébile sur la littérature et la gestion, ils ont également réalisé des progrès remarquables en mathématiques et en astronomie. Leur système sexagésimal, basé sur le nombre 60, a transformé notre compréhension et notre quantification du temps et de l'espace. En outre, leurs observations astronomiques ont jeté les bases de la création de calendriers précis et de la prédiction des événements célestes. Le système sexagésimal sumérien est l'une de ses contributions les plus durables. Contrairement au système décimal, basé sur le nombre 10, le système sexagésimal est basé sur le nombre 60. Cette innovation a permis d'accroître la précision et la simplicité des calculs, notamment dans la division des unités de temps et des angles. Ce système nous permet aujourd'hui de compter 60 secondes à la minute et 60 minutes à l'heure, et de segmenter le cercle en 360 degrés. Le choix du nombre 60 a probablement été motivé par le fait qu'il est divisible par de nombreux nombres, ce qui le rend extrêmement précieux pour effectuer des calculs précis. Les Sumériens utilisaient leurs connaissances mathématiques dans un certain nombre de disciplines, notamment la géométrie et l'architecture. Leurs méthodes de calcul sophistiquées leur ont permis de construire des ziggourats et des temples majestueux avec une précision géométrique qui étonne les archéologues contemporains. La capacité à mesurer et à segmenter l'espace avec précision était essentielle pour leurs projets de construction qui exigeaient une organisation et une exécution méticuleuse. Dans le domaine de l'astronomie, les Sumériens ont été des pionniers dans l'observation et la documentation des mouvements du ciel. À l'aide d'instruments rudimentaires mais efficaces, ils ont cartographié les étoiles et enregistré les cycles solaires et lunaires. Ces données étaient essentielles pour l'organisation de l'agriculture et l'accomplissement des rituels religieux. En produisant des calendriers précis, les Sumériens étaient en mesure d'anticiper les événements astronomiques importants, tels que les solstices et les éclipses, ce qui leur permettait de gérer leurs tâches quotidiennes et cérémonielles. L'astronomie sumérienne comportait également une forte composante religieuse. Les actions des corps célestes étaient considérées comme des expressions de la volonté de Dieu, et les prêtres astronomes jouaient un rôle essentiel dans l'interprétation de ces signes. Les découvertes astronomiques ont non seulement contribué à l'agriculture et à la navigation,
mais elles ont également guidé les décisions politiques et militaires, garantissant que les actions de la cité-État étaient en accord avec les bienfaits divins. Les progrès réalisés par les Sumériens en mathématiques et en astronomie ont non seulement simplifié leur succès en matière d'architecture et de gestion, mais ils ont également jeté les bases de la recherche scientifique future. Leur héritage dans ces domaines continue d'influencer notre perception contemporaine du temps et de l'espace, démontrant une fois de plus l'ampleur et l'étendue de leur ingéniosité et de leur sagesse. L'impact des Sumériens ne s'est pas limité à leur contribution dans les domaines de la littérature, des mathématiques et de l'astronomie. Leur foi et leurs légendes ont également laissé une marque indélébile sur les civilisations qui ont suivi. De nombreuses divinités et mythes sumériens ont été assimilés et modifiés par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens, assurant ainsi la survie de l'héritage spirituel de Sumer à travers les millénaires. Le panthéon sumérien comptait une grande variété de dieux et de déesses, chacun dominant différentes facettes du monde naturel et humain. Anu, le dieu céleste, Enlil, le dieu de l'air et des tempêtes, et Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse. Non seulement ces dieux étaient vénérés à Sumer, mais leurs rituels et leur mythologie ont été assimilés par les civilisations suivantes. Par exemple, les Akkadiens ont intégré de nombreuses divinités sumériennes dans leur propre vision du monde, en les renommant et en les adaptant à leur environnement culturel. Les légendes et les mythes sumériens ont également été assimilés et modifiés par les civilisations suivantes. L'épopée de Gilgamesh, qui provient de Sumer, a été traduite et modifiée par les Babyloniens, devenant ainsi l'une des œuvres littéraires les plus importantes de l'Antiquité. Ce poème ne raconte pas seulement les aventures du monarque Gilgamesh, mais explore également des questions universelles telles que l'amitié, la quête de l'immortalité et le lien entre les hommes et les divinités. L'influence de Gilgamesh et d'autres écrits sumériens est perceptible dans la littérature et la mythologie des civilisations suivantes. Les Babyloniens et les Assyriens ont également adopté les coutumes religieuses sumériennes, telles que les rituels et les cérémonies consacrées aux dieux. Les temples et les ziggourats sont restés des centres de culte et de gestion, et les prêtres ont continué à jouer un rôle essentiel dans la société. La structure et l'organisation des pratiques religieuses sumériennes ont servi de modèle aux civilisations qui les ont suivies et adaptées.